Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchons le tigre. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un crossover terre et métal. Et pour ça, j'ai discuté avec une artisane hyper créative aux compétences multiples, Marie Gouraud. On s'est retrouvés sur Zoom à son retour du Hellfest. Bisous tous les céramistes métalleux. Et elle m'a livré quelques-uns de ses secrets de boulot. Marie n'est pas très éloignée de la céramique. Déjà, elle est de la même famille que le fondateur de Solargile. Ensuite, elle s'est tournée. Et enfin, elle travaille le bronze un peu comme on modèle la terre. Alors, imagine une porcelaine bien relou, hyper friable, qui sèche en 2-2, mais qui se recolle et se retravaille après cuisson. C'est la matière qu'utilise Marie. Et elle coûte 50 € le kilo. À ce prix, on évite de laisser traîner ses chutes dans un seau au fond de l'atelier. Les sculptures de Marie sont des créatures hybrides, inquiétantes et rigolotes. Des petits gardiens d'une nature parfois trop malmenée. Des chimères toujours bienveillantes. Bref, avec Marie, on a discuté granulométrie, charbon de noix de coco, littérature jeunesse, science-fiction, limaces et coronavirus. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Et ça y est, tu t'es remise du Hellfest, c'est bon, t'as récupéré tes heures de sommeil? Ouais, ça pique encore un peu. Je crois que je suis revenue avec une entorse du genou, mais... Ah ouais, la vache. Écoute, on a marché 75 km en 3 jours. Ok. Donc le corps a pris cher un peu, mais niveau fatigue, ça y est, ça va. Et puis comme on a des enfants petits, ça remet vite dans le bain. Et t'as fait les 3 jours, alors le week-end complet, ou 4 jours même? Ouais, on est arrivé jeudi en début d'après-midi, on est reparti lundi matin. Et c'était intense. C'était super cool, mais c'était intense. Ouais. Ouais, c'est toujours une ambiance incroyable. Nous, on l'avait fait il y a 11 ans. Et c'était pas les débuts du festival, mais c'était rien à voir avec aujourd'hui quand même. Ça a doublé de taille. C'est une immersion totale en fait. C'est pas juste des concerts, c'est des décors, c'est une ambiance. Puis quand t'aimes la sculpture, il y en a partout aussi. Enfin, ouais. C'est génial. C'est incroyable. C'est une expérience à vivre. Ouais. Bon, faut aimer la musique parce que si on n'aime pas le style, on en peut pas les oreilles pendant 3 jours, mais c'est super. Pour le début de cette interview avec toi, je voulais qu'on resitue ton travail pour bien comprendre ta technique et ton matériau de prédilection, parce que toi, tu fais pas forcément de la terre. Comment est-ce que tu travailles alors? Alors moi, j'utilise ce qu'on appelle en français les argiles métalliques. Donc en fait, je travaille le bronze sous forme de pâte. Donc on part d'un bronze en poudre. C'est une poudre très fine qui ressemble à de la farine. C'est vraiment la granulométrie est excessivement fine. On ajoute de l'eau. Et dans la poudre, il y a déjà un liant à base de cellulose de bois. Donc c'est un additif qui peut même être utilisé en alimentaire. Enfin c'est pas polluant du tout. On mélange tout ça et ça fait une pâte qui ressemble. C'est fin comme de la porcelaine, mais au niveau du toucher, ça colle. C'est pas du tout la même plasticité que la terre. Ça colle aux doigts, ça colle au support, aux outils. Donc il faut tout le temps se mettre de l'huile sur les mains, l'huile de paraffine. Sinon on peut pas travailler. Donc je travaille le modelage. Je fais de la barbotine avec cette matière comme si j'utilisais de la terre. J'utilise les mêmes outils qu'un céramiste qui va faire du modelage, des petits outils de dentiste aussi, des esthèques, des choses comme ça, des rouleaux. Donc c'est très proche au niveau de la mise en forme de la matière. Et puis après il y a 2 cuissons. Il y a une première cuisson à 500 degrés où là le liant il va disparaître complètement. À ce moment-là, la pièce elle est ultra fragile parce que le métal s'est pas encore reconstitué, mais le liant a disparu. Donc là, c'est toujours l'étape un peu risquée. Il peut y avoir de la casse, des explosions. On serre les doigts à chaque fois qu'on fait cette première cuisson parce que surtout moi qui fais des formes un peu bizarres, ça m'arrive très souvent d'avoir de la casse. Et ensuite, il y a une deuxième cuisson. Là, on enfouit les pièces dans du charbon de noix de coco. Vraiment, il faut pas qu'elles émergent, faut pas qu'on les voit. Et on cuit entre 850 et 900 degrés. Et en fait, à ce moment-là, le métal, il y a un processus qui s'appelle le frittage.
et il prend la place laissée par le liant qui a disparu à la première cuisson. Donc il y a une réduction des pièces de 15 à 20%, c'est un peu aléatoire. Et il peut y avoir aussi des déformations. Donc à ce moment-là, je le compare aussi un peu à la porcelaine parce que c'est vraiment une matière qui est capricieuse. Et voilà. Et après, il y a tout un travail de brossage derrière parce que les pièces, elles ressortent ternes de la deuxième cuisson. Elles sont oxydées en surface, en fait. Donc, il y a tout un travail de brossage, etc., de polissage. Et puis après, on peut le travailler comme un bronze classique une fois que la deuxième cuisson a été faite. On peut le marteler, le braser, faire des patines. Ouais, c'est assez magique. C'est très proche de l'alchimie, en fait. On part de quelque chose qui ressemble vraiment à de la terre pour avoir un métal doré à la fin. Et qui est chimiquement identique à un bronze traditionnel, quoi. Et alors, c'est quoi ta première expérience avec le modelage de cette matière? Au niveau de la matière et plus, je partirais plutôt sur les métiers d'art, même la céramique en fait. Moi, je pense que mon premier contact avec ça, c'est plus culturel et contextuel que vraiment sensoriel, on va dire, parce que je suis née en Puisée. J'ai grandi en Puisée à côté de Saint-Amand, là où il y a tous les potiers, etc. Le cousin de mon grand-père, c'est François Solano qui a monté Solargile. Donc il y a tout un lien culturel dans ma famille avec la terre. Moi, je me rappelle avoir été traînée sur les marchés potiers quand j'étais petite par mes parents, avoir vu François faire du tour quand j'étais petite, aller visiter la bâtisse à Moutier où il y a le siège de Solargile. Enfin, j'ai eu ça sous les yeux en fait toute mon enfance. Après, j'ai pas de souvenir vraiment précis de main dans la terre, de modelage, à part un peu comme tout le monde, la pâte à modeler, voilà. Mais c'était plus un attrait pour tout ce qui était créatif, ouais. Je voulais faire une école d'art après le lycée. Après, je pense que j'étais pas prête. J'ai changé d'avis au dernier moment pour faire histoire de l'art. C'était plus facile dans ma tête de faire histoire de l'art que de faire une école d'art. Et donc, tu t'es tout de suite dirigée vers la sculpture? Ou bien t'as fait autre chose un peu avant? J'ai lu que t'avais fait de l'archéologie aussi. Ouais, en fait, c'était une licence d'histoire de l'art et d'archéologie. Ok. Et du coup, le lien avec le bronze, je pense qu'il est plutôt lié à la partie archéo. Parce que tout ce qui est les Étrusques, les populations nordiques, etc., le métal bronze, c'est quelque chose qui est très présent. Et quand on allait visiter les musées, quand on était étudiant, on voyait des bijoux en bronze qui avaient plusieurs milliers d'années et qui étaient encore fabuleux, quoi. Et c'est un métal que je trouvais très beau, très chaud, qui est noble et brut à la fois, en fait. En fait, je m'interrogeais sur ton âge et je me demandais comment en si peu de temps, là, tu t'avais réussi à faire tout ça. Et ben écoute, j'ai 35 ans. Ouais, ok. En si peu de temps, ben écoute, je sais pas. Après, moi, je suis à mon compte depuis très longtemps, donc peut-être que ça aide aussi. Parce que Ouais. avant de me mettre à mon compte pour le bronze, j'étais à mon compte depuis 2010, dans un domaine complètement différent. En fait, j'étais en profession libérale. Oui. J'étais correctrice. Donc, je travaillais pour des maisons d'édition, pour la presse. Et du coup, en fait, moi, j'ai jamais été salariée de ma vie, ou très peu, pour des jobs d'été, tu vois. Ok. Donc, j'ai jamais eu peur de me lancer, parce que je connaissais déjà le milieu de l'entrepreneuriat. Ça, je pense que ça joue un peu. Mon compagnon était aussi à son compte, donc j'avais tous les outils à la maison pour l'espace aussi. Et puis pas la peur d'être à son compte, quoi, parce que je l'avais déjà été pendant 5-6 ans avant de lancer mon activité artistique, quoi. Ouais, ok. Mais t'as toujours été créative? T'as toujours... Alors ouais, par contre ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait quand j'étais petite. J'ai toujours dessiné. Mes parents ils m'ont inscrit à des cours d'art plastique dès que j'avais 6-7 ans peut-être, que j'ai continué à faire après. Ouais, c'est quelque chose Ok. que j'ai toujours fait. Ouais. Beaucoup de Ah, loisirs créatifs à la maison. Ouais, d'accord. ouais. Mes parents étaient à fond là-dessus aussi. Et c'est quelque chose que tu refais avec tes filles aussi? Pour l'instant pas trop. Un peu de pâte à modeler, un peu de peinture, mais je les laisse plus. Elles sont libres de bidouiller ce qu'elles veulent. Ouais. Ouais, Souvent, cool. ils me demandent de faire des limaces en pâte à modeler. T'as fait aussi de la terre. T'es aussi céramiste. Tu tournes, non? Ouais, mais ça, je m'y suis mise après, en fait. Je m'y Ok. suis mise assez récemment, il y a 3-4 ans, parce que j'ai beaucoup d'amis céramistes. Et vu que la matière en elle-même, elle est assez proche du niveau du modelage et tout, ça m'a donné envie d'essayer. Et donc, je me suis un peu équipée. Et ouais, je tourne un petit peu, ouais. C'est plus mon loisir que vraiment mon activité principale, ouais. Et il y a des choses des choses que tu peux faire, tu t'autorises plus facilement à faire en argile qu'en métal? Oui, alors déjà, ce qui est incroyable, enfin, la différence entre l'argile,
moi je travaille le grès quand je fais de la céramique, c'est que ça se tient. Tu peux faire n'importe quelle forme, la terre elle se tient, elle s'équilibre quoi. Le bronze, il faut trouver des astuces parce que tout s'effondre, ça colle, ça faut mettre des soutiens partout. Puis en plus on travaille des épaisseurs très fines en bronze parce que déjà la matière coûte excessivement cher. Donc on fait pas des épaisseurs de 4-5 millimètres, on fait vraiment des épaisseurs de 1-2 millimètres maximum quoi. Donc et puis c'est tout mou. C'est tout mou, il y a aucune tenue et ça passe d'un état mou à un état sec très vite. Donc il n'y a pas de passage texture cuir où on peut encore travailler la matière. C'est soit tu le travailles mou, soit tu le retouches quand c'est sec, mais t'as pas entre les deux quoi. Comment est-ce que tu t'es formée au métal alors? Mon compagnon, il est aussi artisan d'art. Lui, il est ébéniste et ferronnier. Et donc il fait du mobilier bois métal, des luminaires, des choses comme ça. Et on a un super atelier bois métal à la maison du coup. Et en fait, il y a 6-7 ans, j'ai commencé à faire de la sculpture et des bijoux en métal, mais en tôle. Donc découpés au plasma, soudés, martelés, etc. Et au bout d'un moment, j'en voyais un peu les limites parce que c'est que de la 2D presque en fait. On peut faire de la 3D hein, dans cette matière-là, mais moi j'y arrivais pas, c'était pas trop mon truc. Et je me suis renseignée sur comment travailler le métal et en particulier le bronze, ça m'était revenu. Et du coup, j'ai découvert cette technique en fait qui permettait de se lancer à moindre coût aussi, parce que il faut pas beaucoup d'équipement à part un four, mais il faut pas beaucoup d'équipement. En fait, c'est des petits outils de modelage quoi. Et puis que je pouvais faire à la maison. J'ai mon atelier à la maison. J'avais pas besoin d'un fourneau du coup parce que la fonte c'était beaucoup d'équipement, ou alors fallait passer par un fondeur, c'est très cher. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai découvert cette technique qui était utilisée à 99% pour faire du bijou en fait. Tous les collègues que je croise qui utilisent cette technique, ils font des petits bijoux, des choses comme ça. Et au début, j'ai commencé par faire des bijoux aussi avec cette matière-là. Donc j'ai vraiment expérimenté au début. Ça ressemblait pas à grand-chose quand j'envoie mes pièces du début. Vu que je suis autodidacte, en fait, j'ai commencé de zéro quoi. Tu t'es formée quand même auprès de d'autres professionnels ou alors t'as fait des tutos sur YouTube? J'ai même pas trouvé beaucoup de tutos sur YouTube parce que c'est une technique qui est quand même encore assez confidentielle. J'ai trouvé 2-3 bouquins américains parce que les Américains sont un peu plus avancés que les Français à ce niveau-là. Et puis après, j'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, j'ai explosé des pièces, j'ai utilisé beaucoup de matière. Et ouais, non, je me suis formée essentiellement toute seule, ouais. Aujourd'hui, toi, tu penses que tu es plutôt artiste plasticienne, sculptrice, fondeuse? Ben, en fait, j'arrive pas trop à me situer parce que j'ai beaucoup d'attaches avec les métiers d'art. Donc, la plupart du temps, je dis que je suis artisan d'art. Sauf qu'en fait, concrètement, quand on regarde mon travail, je fais 95% de sculpture, de pièces uniques, et peut-être 5% de bijoux. Donc, je suis plus proche d'une plasticienne ou d'une sculptrice que d'une artisane, mais j'ai beaucoup de liens avec les métiers d'art, ouais. Je me sens plus à l'aise dans le milieu métier d'art que dans le milieu artistique. Parce que je l'ai plus côtoyé aussi, mais... Est-ce que tu peux représenter un petit peu ton boulot, juste décrire un petit peu l'esthétique que tu proposes? Alors, moi, comme beaucoup de gens, je suis très inspirée par la nature, donc ça va être très inspiré des végétaux, des graines, des animaux, des insectes. Mais tout ça dans un gloubi-glouba un peu farfelu. Il y a aussi beaucoup d'influences de science-fiction, de chimères, de créatures mythologiques, de choses comme ça. J'aime bien essayer de recréer des espèces, des plantes qui n'existent pas. Et puis j'aime bien aussi avoir un petit côté ludique. Avoir des petits clins d'œil aussi à l'actualité. Pendant le Covid et pendant le premier confinement, j'ai fait plein de coronavirus parce que la forme m'inspirait aussi. Et au niveau graphique, je trouvais ça super intéressant. Et j'ai occupé mon premier confinement comme ça. Je fais des Covid à l'appel. Beaucoup d'influences diverses pour recréer un univers un peu onirique. Elles sont très rigolotes, tes petites formes là, avec leurs pattes. Ouais, complètement. Bah, c'est recréer des chimères, ouais, des personnages, les minotaures, les choses comme ça, ça m'influence beaucoup, ouais. Et alors justement, tes thématiques de travail, enfin non plutôt tes sources d'inspiration, pardon. Tu vas les puiser où? Je crois que le gros changement pour moi, ça a été à partir du moment où j'ai eu des enfants, en fait. Ma première fille, elle est née en 2016. J'avais déjà commencé à travailler cette technique-là depuis 2 ans, mais c'était assez classique, on va dire, ce que je faisais. Et je sais pas, il y a un truc qui s'est créé dans ma tête à partir de ma grossesse à peu près, où mon travail est devenu vachement plus libre. J'avais plus trop de contraintes. Et puis, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est toute la littérature pour enfants. Et j'ai découvert Claude Ponty, par exemple. Et c'est devenu une de mes sources d'inspiration principales et c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens maintenant, quand ils voient mon travail, ils me citent Ponty, il y en a qui me citent aussi Miyazaki.
Et il y a d'autres qui ont aussi des BD que je connais pas, mais ça rappelle plein de choses aux gens. Ils arrivent toujours à trouver un petit truc. Et Ponty en particulier, ça a vraiment été un coup de cœur phénoménal, quoi. J'ai découvert un illustrateur et un auteur de Mais bien sûr, fou, ah quoi. oui, c'est magnifique. Ouais. Et puis c'est tellement agréable à lire quand on est parent aussi. c'est c'est très drôle, c'est très ouvert sur le monde, c'est très proche de la nature. Les filles, elles ont toujours un rôle super important. Enfin, c'est très moderne. Moi, j'ai appelé ma fille comme sa fille à lui. Adèle. Ouais, nous, on a une fille qui s'appelle, notre deuxième, elle s'appelle Prune. Et un de ses livres préférés, c'est Les aventures de Lily Prune. Ah oui, bien sûr. Est-ce que dans le monde du cinéma aussi ou de la musique, il y a des choses qui t'inspirent? Oui, après, ça va plus être des ambiances ou des choses comme ça. Je pourrais pas citer, ouais, tout ce qui est Miyazaki, effectivement, dans la liberté de forme, etc. Et puis la musique, ça va plus être des ambiances sonores, quoi, mais pas en particulier. Mm. Oui, t'es une fan de bande dessinée aussi? Pas tellement de bande dessinée, plutôt d'art visuel en général, mais la bande dessinée, autant j'apprécie de regarder les planches, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Alors que j'aime beaucoup lire, mais j'aime bien laisser mon esprit imaginer les récits, en fait. Et du coup, j'ai pas cette partie-là en BD. Et est-ce que tu dessines beaucoup aussi pour préparer tes pièces? Alors là, pas du tout. Je dessine jamais. J'ai essayé, mais en fait, je pars d'une base et puis après, ça vient tout seul. J'arrive pas à faire des dessins préparatoires, à me projeter. La 2D, en fait, autant je dessinais beaucoup quand j'étais ado, et maintenant que j'ai commencé la 3D, je n'y retrouve plus, en fait. Je m'y retrouve plus. Je préfère partir d'une forme vierge et puis partir un peu à l'aventure plutôt que de la préparer en amont dans ma tête. Du coup, des fois, je tâtonne complètement. Hein. Je vais recommencer, refaire un truc. Des fois, ça va être des échecs complets, mais mais ouais, c'est une étape que je fais pas ça. Mm. D'accord, ouais, le dessin est pas forcément obligatoire pour toi, quoi. Par contre, j'imagine beaucoup dans ma tête. J'ai beaucoup d'idées en amont, mais je les mets pas sur papier avant. Ouais. Et ça infuse longtemps où tu peux avoir, hop, tac, une idée et puis tout de suite la concrétiser? Ouais, ça peut infuser longtemps, hein, surtout qu'il y a des périodes où je suis un peu frustrée de l'atelier, les périodes où il y a beaucoup de salons, parce que je vais pas avoir le temps et que je vais faire le tout venant, enfin les petites pièces que je fais en petite série et qui se vendent vite, et je vais pas pouvoir les faire à ce moment, enfin je vais pas pouvoir faire les grosses pièces à ce moment-là, et du coup je les garde dans ma tête et ça peut mettre 6 mois à sortir. Ouais. Et alors justement, comment est-ce que est articulée et organisée ta vie en atelier? Il y a des périodes dans l'année où tu vas plus produire, d'autres moments où tu vas être plus sur les salons, sur les marchés. Ouais, ouais, c'est très saisonnier en fait comme travail. Vu que je travaille pas à côté, je fais que ça. On va dire que de janvier à juin, c'est la période creuse au niveau des expos. Du coup, là, je suis à fond à l'atelier. Et par exemple, là, j'ai passé les 3 premiers mois de l'année à faire les plus grosses pièces que j'avais jamais fait. Vraiment, j'ai pu expérimenter. J'avais du temps devant moi j'aime bien ces périodes-là parce que c'est des périodes qui sont pleines d'émulation. On trouve une idée, ça nous en donne une autre. C'est intense, quoi. C'est des périodes intenses. Et là, je vais commencer cet été, il y a Jazzy de Marcia, qui est des festivals où j'expose. Et là, je vais devoir faire beaucoup de petites pièces, comme les petites fourmis, les limaces, les choses que je vends beaucoup. Là, je vais passer du temps à les refaire. Donc là, c'est un peu moins intéressant parce que c'est de la série. Donc avec un bon podcast dans les oreilles, ça va, ça passe. Et après, à l'automne, je vais faire le point en septembre, je vais faire le point sur les grosses pièces qui me restent parce que j'attaque la saison des salons. Donc s'il m'en reste assez, ça va, mais c'est possible que je dois me refaire une session de septembre, octobre, bien intense quoi, encore à l'atelier. Et après les salons, c'est de la Toussaint, donc de fin octobre jusqu'à mi-décembre quoi. Donc là c'est une période bien chargée. Et comment est-ce que tu vends tes pièces? Bah, j'ai plusieurs canaux depuis le Covid en fait, pas mal sur Internet quand même. J'ai pas mal développé la vente en ligne. J'ai travaillé mon compte Instagram aussi pour toucher de nouvelles personnes. Ça commence à prendre un peu. C'est du boulot, mais ça reste un outil intéressant, je trouve. J'avais déjà des boutiques en ligne, mais j'ai vraiment mis l'accent dessus. Donc ça, c'est une bonne partie de mes ventes. Après, j'ai des points de vente. Avec des amis, on a créé une boutique de créateurs dans la petite ville à côté, là, à Bagnères de Bigorre. Donc on est un collectif de 10 artisans d'art et puis on a ouvert une boutique galerie qui est très chouette. Donc on se relaie pour tenir la boutique, on a des permanences à faire tous les mois et c'est super parce qu'on se connaît tous très bien, on connaît tous très bien nos boulots respectifs et c'est intéressant d'avoir un projet collectif comme ça. Après j'ai d'autres points de vente qui me prennent des pièces en dépôt-vente.
où là, j'ai pas de permanence à faire. J'avais eu une autre boutique avec permanence en parallèle de celle de Bagnères, mais ça me faisait beaucoup trop. J'avais 7 ou 8 permanences à faire par mois avec les deux boutiques cumulées, donc j'ai arrêté la deuxième. Donc là, j'en ai un peu dans tout le Grand Sud-Ouest. J'ai 4-5 lieux qui me prennent des pièces. Et puis j'ai les salons, les marchés de créateurs. J'en fais quelques-uns. On en organise aussi avec le même collectif qu'à la boutique. On en organise 4 par an. Donc ça, je l'ai fait. C'est les petits marchés que je fais. Et sinon, je fais des salons. Je fais des salons métiers d'art. Je fais des salons organisés par Atelier d'art de France, donc tout ce qui est au Bart. Et puis là, je vais tester cette année parce qu'on me l'a recommandé quand même chaudement. Je repoussais depuis longtemps parce que c'est un investissement financier quand même. Les salons R3F. Je vais en tester quelques-uns cette année. Tu es labellisé métier d'art de France, toi? Atelier d'art de France? Oui. Oui, depuis 2 ans, 3 ans. Juste avant le Covid. Oui, c'est ça. J'ai eu en 2019, ouais, l'année d'avant. Ouais, d'accord. Justement, là, t'as vécu comment les 2 ans, les 2 ans de Covid? 2020, la première année, c'était compliqué quand même. Hein. Le premier confinement, même le bureau de poste était fermé, donc les ventes en ligne, même ça, c'était pas possible. Donc après, moi, le premier confinement, j'en garde quand même un bon souvenir parce que on n'a jamais passé autant de temps avec nos enfants que cette période-là, quoi. C'était assez chouette, et puis il faisait super beau. On se soleillait avec mon compagnon. Moi, j'étais le matin à l'atelier, lui l'après-midi, et puis à 17h, tout le monde était dehors. On passait la fin de journée dehors, c'était super, quoi. Mais au niveau professionnel, c'était super compliqué. Puis en plus, tous les salons, même après le confinement, ils étaient annulés les uns après les autres. Donc c'était une année blanche, quoi. Après, que ce soit lui ou moi, on a eu droit aux aides Covid. Et heureusement, parce qu'on est tous les deux à notre compte. Donc sinon, ça aurait été vraiment très compliqué, quoi. On n'avait aucune ressource aussi. Et 2021, par contre, ça a été ma meilleure année juste depuis le lancement de mon activité. Les quelques salons que j'ai faits, ça a très bien marché. Et puis les ventes en ligne se sont vraiment développées. Et puis ça faisait du bien aussi de retrouver les salons. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup, quoi. Au-delà du côté professionnel et vente, les salons, c'est aussi déjà se confronter au public, ce qui est super important. Et puis c'est retrouver les collègues. J'aime beaucoup les salons pour ça, c'est qu'on a plein de copains. Et puis découvrir des nouveaux boulots, des trucs de fou. Moi, j'adore les métiers d'art et à chaque fois, j'en prends plein les yeux, quoi. C'est un vrai plaisir. Est-ce que ton activité là de sculpture bronze, elle te fait vivre, elle te permet de gagner ta vie? Oui, alors après, c'est gagner ma vie, oui, je fais que ça. Je me tire un petit salaire, on va dire, entre un mi-temps et un temps plein SMIC, quoi. Mon compagnon est aussi artisan d'art, donc lui, par contre, il travaille sur commande, donc c'est des volumes plus importants. Et après, moi, il y a des mois, il y a des salons où je vais beaucoup mieux me gagner ma vie. Ça s'équilibre sur l'année, quoi. Mais oui, j'en vis, ouais. On est peu dépensiers, ce qui aide. On travaille tous les deux à la maison, donc on n'a pas trop de carburant à acheter. Déjà, ça limite un peu les frais en ce moment. Et voilà, ouais. Si je me posais la question aussi de comment était organisé ton atelier, parce que Ouais. vous êtes tous les deux, donc vous partagez le même espace? Non, on a des espaces bien séparés. Lui, en fait, si tu veux, on habite dans un entrepôt en métal qui fait 300 mètres carrés. On a acheté il y a une dizaine d'années, parce que lui, il lançait son activité à ce moment-là. Et il y a la moitié où c'est la maison, et la moitié où c'est son atelier. Donc il a un grand atelier bois métal parce qu'il fait du mobilier, il fait des escaliers, des choses comme ça, donc il a besoin de beaucoup de volume. Donc là, c'est vraiment son atelier, parce qu'en plus, déjà bois métal, ça fait 2 poussières différentes, ça fait déjà beaucoup. Et après, moi, j'ai mon atelier à la maison au rez-de-chaussée qui fait 40 mètres carrés, donc j'ai quand même un bel atelier. Et il y a une partie de l'atelier au fond où c'est mon espace terre, j'ai mon four, mes émaux, mes terres, etc., avec les points d'eau. Et tout le reste, c'est la partie bronze. Bon, après, mon atelier, c'est un bazar pas possible. Je suis très bordélique, c'est un truc de fou. Ça me prend régulièrement de le ranger, mais alors au bout de 2 jours, je sais pas travailler en rangeant, en fait. Je fais régulièrement des photos que je mets sur Instagram parce que ça me fait rire. Enfin, j'arrive le matin, je me dis, c'est pas possible. Donc, il est pas très photogénique, mon atelier, mais c'est vraiment mon petit coin. Et puis, j'ai un bon éclairage maintenant. Mon compagnon m'a installé des dalles LED au plafond. Et un vrai bonheur. Franchement, Ah oui. ouais, ça change tout. Surtout que moi, je travaille vraiment des tout petits détails et tout. Et avant qu'il installe ça, à la fin de la journée, j'avais les yeux explosés. Et là, ça va beaucoup mieux. Donc ça veut dire que tu as 2 fours en fait. Tu as ton four Ouais. céramique et ton four bronze. Ouais, j'ai mon four de potier qui est dans l'atelier de mon compagnon parce qu'il est trop gros pour être dans le mien. Puis avec les vapeurs et tout, etc., le sien est quand même beaucoup plus grand et ventilé.
Et j'ai fait modifier un four de céramique. Je crois que c'est un four de peinture sur porcelaine, un four unitherme. C'est Adampirométrie qui me l'a modifié en fait. Ils ont calfeutré les résistances parce que moi j'ai des fours à chaud, donc un four de potier classique. Si j'ouvre mon four à 900 degrés, les résistances elles vont pas aimer. Et ils m'ont fait aussi une grosse cheminée sur le dessus du four parce qu'à la première cuisson il y a beaucoup de fumée et de gaz qui s'échappent lorsque le lion il brûle. Donc ils m'ont bidouillé un four et ouais il fait 30 ou 30 litres. D'accord. Et c'est mais tes grosses pièces, alors, tu les cuis aussi dans ce four-là? Oui, 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 ouais. Ouais. Ça veut À dire que 30 litres, ça fait 30 centimètres par 30 centimètres par 30 centimètres. Et mes plus grosses pièces, elles doivent faire 23, 24, 2 centimètres de haut, à peu près. Et t'as déjà envisagé des plus grands volumes? Alors, je pense qu'avec cette matière-là, ça devient compliqué parce que tu vois, plus je fais des grosses pièces et plus j'ai de la casse, des fissures, alors je répare, hein, je fais souvent que ça, réparer, 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 jusqu'à temps que, à une cuisson, ça ressorte bien. Là, j'ai encore une pièce, le gros bonhomme que j'ai fait avec des jambes, là, elle a recassé ce matin encore à la première cuisson, donc je vais encore raccommoder tout ça. Et en fait, je pense que j'arrive à la taille maximum que me permettent de faire cette matière, en fait. Parce que c'est trop capricieux, je pense que si je devais faire des pièces plus grosses, il faudrait que je fasse fondre des pièces, en fait. Ouais. Que je passe par un fondeur. Ouais, ça se soude pas. Tu peux pas faire plusieurs morceaux que tu assembles Oui, ensemble. si, je pourrais braser, ouais. Ouais, je pourrais faire ça. En plus, on habite dans une zone artisanale et nos voisins juste à côté, c'est des ferronniers et ils sont équipés pour braser, donc je pourrais faire avec eux en plus. Et tes couleurs, comment est-ce que tu travailles là, tes magnifiques couleurs Les bleus, Oh là là, ils sont superbes. ouais, bah ouais, moi j'adore cette couleur. Avant de faire du bronze, je faisais un peu d'aquarelle et c'était vraiment les couleurs que j'utilisais. Et en fait, c'est des patines, c'est une oxydation accélérée et artificielle du bronze. Donc en fait, c'est un produit qu'on met dessus et qui l'oxyde. Et comme le bronze, c'est un alliage cuivreux, c'est 95% de cuivre et 5% d'étain. En fait, quand on oxyde le bronze, c'est le vert de gris du cuivre qui apparaît, ce turquoise-là. Et ça, avec ce produit-là, en fait, les couleurs, la patine, elle ressort beaucoup plus flashy qu'un bronze qui se serait oxydé naturellement au fil des années. C'est très intense comme bleu. Et Ouais. après, je mets une cire d'abeille dessus pour fixer la couleur. Est-ce que c'était déjà arrivé d'expérimenter la patine sur terre? Non, 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 jamais. C'est vrai qu'en terre, pour l'instant, tu vois, je me contente des mots tout faits, d'engobes tout faits. J'ai pas le temps de m'y mettre sérieusement et de tester des choses, ouais. Donc ta production en terre, là, c'est plutôt de l'utilitaire, c'est ça? Tu tournes? Ouais, ouais, de l'utilitaire. Après, je travaille un peu à la plaque aussi. J'ai fait des boules pour mettre des plantes. Si, il y a un truc que j'ai fait en modelage et qui m'a beaucoup amusé en terre, c'est que j'ai fait des grosses limaces en grès avec un engobe orange dessus. Après, vraiment couleur limace, quoi. Et c'était génial. Du coup, j'étais moins limitée par la taille des pièces. Elle faisait bien 30 centimètres de long. Et ça m'a bien amusé. D'ailleurs, faut que j'en refasse parce que j'en ai plus, mais c'était chouette à faire. Donc ton four céramique, il cuit grès, il cuit haute Ouais, température. ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. C'est en haute température, ouais. Et ton réseau, tu dirais qu'il s'articule comment? De collègues, tu veux dire? Ouais, de collègues et puis Ouais. tu vois de boutiques, de lieux. Tu es à empreinte aussi? Oui, alors empreinte juste sur la boutique en ligne, pas sur Ouais. la boutique physique. Et après, mon réseau, en fait, quand on a commencé à faire des salons, parce que mon compagnon en faisait aussi à l'époque, maintenant il a plus besoin d'en faire, mais on faisait les salons à deux. Donc lui, il faisait connaître son travail et moi aussi, on prenait des stands côte à côte. Et en fait, les salons, ça a été un super moyen pour rentrer dans le milieu et se faire plein de copains, collègues, en fait. On a rencontré plein de monde par ce biais-là. Et encore aujourd'hui, en fait, c'est devenu soit nos meilleurs potes, soit des super collègues, et puis ça nous ouvre des portes pour exposer à droite à gauche. Typiquement, il y a une boutique à Cambo-les-Bains, donc au Pays Basque, qui est tenue par une amie que j'ai rencontrée sur un salon il y a 6-7 ans. Je suis dans un autre lieu à Nérac, où c'est pareil, ça a été ouvert par un copain sculpteur que j'ai rencontré à Marciac il y a quelques années. Tous les collègues avec lesquels on tient la boutique à Bagnères, on s'est rencontrés en faisant des petits marchés dans le coin. Enfin, c'est vraiment un maillage qui s'est fait sur les salons, quoi. Très bien. Les tu préfères? Bon bah Oui. bien sûr, très facile pour toi. Bah tu préfères le bronze ou l'argile? Ah, le bronze quand même. Ouais, ouais. Même si l'argile c'est reposant aussi dans le sens où tu casses des pièces, c'est pas grave quoi. Le prix,
C'est 1 ou 2 euros le kilo. Le bronze, c'est 50 euros le kilo. Donc des fois, c'est reposant aussi de travailler l'argile. Le bronze, il y a toujours un petit stress. Il y a un stress que j'ai pas quand je lance des cuissons en terre. Hein. Je me dis au pire, si ça casse, c'est pas grave. Oh là là, mais ouais, mais c'est ça qu'il faut dire à tous les céramistes en fait. Expérimenter le bronze parce qu'il y en aurait moins qui Ouais, c'est ça. vont stresser, ouais. Ça va vous détendre après. Et tu envisages pas de continuer à te former en terre, en modelage, en cuisson, en technique de cuisson, tu vois, ça peut être de l'enfumage ou du raku, j'en sais rien, quelque chose qui te rapproche aussi avec le feu du métal. Pour tout ce qui est céramique, quand j'ai des questions techniques, en fait, j'en connais tellement des céramistes que je les appelle. Et puis, si je veux faire des petites formations, c'est pareil, j'en ai plein autour de moi qui en proposent, donc ça, c'est pas trop un problème. Par contre, j'aimerais bien me former pour la coulée du bronze, ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire justement pour développer des grosses pièces, des pièces plus importantes. Parce qu'en plus, j'ai pas mal d'équipements. Je suis en région Occitanie, et grâce à la région, en fait, on a eu des financements ces 2 dernières années. Mais c'était un truc de fou, quoi. On a eu des subventions, on a pu s'équiper à hauteur de 10 000 euros chacun. Et en fait, la région nous subventionnait 8 000 sur les 10 000. Donc c'était pas un prêt, hein, c'était vraiment une subvention, on n'a pas besoin de rembourser. Et on a pu faire plusieurs dossiers de subvention. Donc grâce à ça, en fait, on a pu s'équiper, notamment les fours, tout ça, c'est vraiment grâce à la subvention des équipements auxquels dans lesquels j'aurais pas investi. J'ai pu acheter un fourneau, du coup, pour le bronze. Et par contre, je voudrais vraiment faire une formation avant d'utiliser, parce que là, c'est un domaine que je maîtrise pas du tout. C'est très technique, quoi. Tout ce qui est moulage, c'est... Ouais, bah justement, un peu, c'est quoi tes envies, tes rêves là pour le futur? Bah justement, me former en coulage de bronze, ça serait pas mal. Après, c'est des formations qui sont assez longues, qui durent plusieurs semaines. Donc, je vais attendre que mes filles grandissent un peu, parce que là, elles sont petites. Et puis j'aimerais bien un salon aussi que j'aimerais bien faire. Je le repousse aussi depuis des années, c'est maisons et objets. Et celui-là, il me fait peur un peu. Je sais pas pourquoi, il me fait un peu peur. Et ouais, ça, dans les 2-3 ans qui viennent, j'aimerais bien le faire. Ouais. Donc en même temps, j'ai envie de le faire et en même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment pour moi? Je sais pas. Je sais pas. Je vais demander l'avis de collègues la prochaine fois. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.